Eh ben, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas où je dois parler là, mais les deux. Ok. C'est vachement dur de passer après François et après ce magnifique hommage, voilà, auquel je m'associe. Donc moi, je suis très contente d'être là pour vous parler d'un suivi pluriannuel d'un programme qui est plus large qu'autour des communautés végétales, mais qui concerne les communautés végétales, qui a trait, c'est vraiment un programme de recherche appliqué à la gestion, puisqu'il s'agit d'explorer l'effet du régime hydrique sur les communautés végétales. Et vous verrez qu'il y a une problématique appliquée. Donc le marais Poitevin et l'eau, pour l'instant, ça sonne avec des voilà, Sainte-Soline, etc. Et là, on va revenir un peu sur des aspects pragmatiques du concret de la gestion de l'eau et comment comment c'est contextualisé dans le cadre des habitats de zones humides, notamment prairiaux. Voilà, donc je parle au nom de mes collègues. Le marais Poitevin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un paysage, c'est la deuxième zone humide de France, un paysage qui mixe des prairies, qui sont censées être inondables, des cultures, il y a pas mal de céréales, puis j'ai mis des îlots de boisement, notamment de boisement humide, parce qu'il n'en reste plus beaucoup, il y a des haies, et puis il y a des bribes de roselières. C'est pareil, il y a pas mal d'habitats assez relictuels. Et vous voyez sur cette carte, alors en vert, ce sont ce qui, alors je ne sais plus quelle date, mais enfin c'est assez récent, c'est une carte d'occupation du sol où on voit en jaune, c'est tout ce qui est culture, et en vert, c'est tout ce qui est prairie. Donc vous voyez le côté mixte. Et à cette échelle-là, on ne voit pas forcément le côté mosaïqué, mais il y a des endroits où c'est très imbriqué, les occupations plutôt prairie ou plutôt culture. Et on parle de la région du marais Poitevin, mais sur le plan naturel, il y a vraiment deux types de marais ou sous-marais. À l'ouest, essentiellement des sols argileux, une nappe superficielle qui est saumâtre. Et donc, il y a des remontées localement au niveau du sol qui donnent un côté subhalophile au territoire, enfin aux habitats. Et puis, alors j'ai mis un peu au hasard, là, enfin un peu grossièrement la limite. Je peux montrer là-dessus. Oui, voilà. De ce côté-là, c'est la partie marais Poitevin, image d'Épinal, on va dire, la Venise verte, avec des paysages qui sont beaucoup plus fermés, plus de haies, c'est les fameuses paysages avec les allées les haies de frêne-tétard, et un sol qui est tourbeux et une nappe d'eau douce. Alors voilà en gros à quoi ça peut ressembler ces deux types de végétation prairiale dans le secteur plutôt ouest ou dans le secteur plutôt est. Outre ces aspects de paysage, d'occupation du sol, l'autre aspect très important dans le marais Poitevin, c'est l'aspect gestion de l'eau. Vous voyez sans doute tout ce petit réseau. On voit qu'il y a des réseaux avec un grain très fin et puis parfois c'est un peu plus lâche. Et en fait, là, ce ne sont pas les routes qui sont représentées, ce sont les canaux ou fossés. Il y a des primaires, secondaires, tertiaires, en fait, qui structurent et qui segmentent tout le marais Poitevin. Et alors, vous voyez là des chiffres, là, ce sont en fait un certain nombre de ce qu'on appelle des unités hydrauliques ou des casiers qui peuvent être gérés, pour la plupart d'entre eux, indépendamment les uns des autres. Donc tous sont dépendants de l'arrivée des eaux du bassin versant, mais il y a des systèmes d'entrée et de sortie de l'eau qui fait qu'il peut y avoir des différences parfois très nettes. Il y a certains canaux où on voit vraiment des différences quasiment de 1 mètre entre le niveau dans le canal côté d'un site et puis de l'autre site. Donc voilà, donc ça c'est un point très important à garder en mémoire parce que c'est là-dessus, sur cette gamme-là de gestion hydraulique, qu'on va explorer la question des effets entre gestion de l'eau et communauté végétale des prairies inondables. Voilà, donc dans chaque unité ou casier hydraulique, j'ai fait un petit zoom là sur un site, ce qu'on trouve, c'est donc différentes parcelles, là c'est beaucoup de prairies, et si on traduit ça en termes de niveau topographique, notamment par les données LIDAR que vous voyez, le code couleur, c'est plus c'est bleu, plus c'est bas, et puis plus c'est rouge, plus c'est haut. Donc vous voyez qu'il y a tout un modelé, décidément, tout un modelé à grains assez fins, qui peut être traduit en termes de régime hydrique, que ce soit dans les prairies ou ailleurs. Vous voyez le travail par Rapinel, là où on voit à une échelle encore plus petite la modélisation de la durée d'inondation qui varie, vous voyez, d'une gamme de 0 à 30 sur les niveaux topo les plus élevés jusqu'à des durées très longues, plusieurs mois, alors 180 à 365, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup à 365, mais en fait ça veut dire que c'est plus de la moitié de l'année où il y a anoxie ou inondation. Alors, la question donc du contrôle, qu'est-ce qui fait varier le régime hydrique? On voit qu'il y a à la fois une échelle fine, une variation qui est pilotée
par le relief, par la géomorphologie. Et puis, il y a aussi un contrôle donc, au niveau des canaux, au niveau anthropique. Donc, il faut bien avoir en tête les origines de l'eau. Dans les canaux, c'est l'eau de l'amont, avec des entrées et sorties qui peuvent être contrôlées. Et donc, ce qui est géré quand on parle de gestion des niveaux d'eau dans le marais Poitevin, comme dans la plupart des marais, c'est non pas le régime hydrique dans les prairies, mais le régime hydrique au niveau des niveaux d'eau des fossés et des canaux. Alors que dans les prairies, c'est un peu plus hétéroclite. Bien sûr, les sources d'eau, c'est d'abord l'eau pluviale. Il y a aussi des remontées de la nappe d'eau du sol, qui n'est jamais très... Même en été, la nappe d'eau dans le marais Poitevin, la partie subholophile est à peu près à 3 mètres de profondeur, donc c'est pas loin. Il peut y avoir des apports d'eau par débordement de l'eau du canal, donc c'est là où il va y avoir la rencontre entre la gestion de l'eau anthropique et l'éventualité de gestion de l'eau dans les prairies inondables elles-mêmes. Et puis, il y a aussi des micro-ouvrages, alors on appelle ça des bâtards d'eau, localement, je ne sais pas si c'est le même nom ailleurs, où en fait, c'est des micro-ouvrages avec, on apporte de l'argile et puis on peut retenir l'eau ou favoriser son évacuation. Donc là, de façon très locale, subparcellaire, il peut y avoir aussi une partie de gestion anthropique de l'eau dans les prairies. Alors, en ce qui concerne les enjeux de conservation des habitats de zones humides dans ce marais Poitevin, il y en a plein, mais il y en a deux majeures. Une qui porte sur la destruction ou le maintien des habitats zones humides. Donc, dans le marais Poitevin, on sait depuis longtemps qu'il y a eu beaucoup de destruction des prairies, notamment pour la mise en culture, c'était le motif principal, mais aussi pour des aspects d'urbanisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marais Poitevin, dans son ensemble, surtout sur la partie ouest, correspond à des sols qui sont très fertiles. Et donc, forcément, qui dit sol fertilité, dit mise en valeur, et donc mise en valeur agronomique dit céréales, maïs, etc. Et donc vous voyez là ce graphique là, produit par Duncan et Hall, où il montre que la surface en prairie dans le marais a été réduite de 50% donc sur 25 ans. Donc c'est une décroissance rapide et très forte. Et ça a continué, on n'a pas les données. Alors la deuxième menace, c'est non pas la destruction de l'habitat, mais c'est ce qu'on appelle la perte de son caractère humide. En effet, le fait qu'il y ait des mises en culture à la fois sur les plaines, mais aussi dans le marais, vous vous souvenez de la carte d'occupation des sols, ça veut dire qu'il va y avoir des impératifs de portance des sols, notamment en tout début de saison, fin d'hiver, début de printemps. C'est le moment où les tracteurs doivent rentrer dans les parcelles pour pouvoir les semer, notamment le maïs. Et donc, qui dit portance des sols, dit niveau d'eau bas dans les casiers, puisque c'est bien cette échelle-là. Et donc, parce qu'il y a des parcelles de culture, tout le casier hydraulique va être géré avec des niveaux d'eau bas dans les canaux. Alors, qu'en est-il de ces modifications de gestion des niveaux d'eau si on veut objectiver un peu ces tendances-là? Donc, ce que j'ai essayé de placer là, j'espère que... En fait, il y a assez peu de séries long terme des niveaux d'eau. Alors, il y a quelques secteurs, j'en ai représenté un, sur lequel on a des données depuis les années 20. Donc ce que vous voyez là, c'est un cycle annuel typique. La médiane, c'est la courbe noire qui caractérise le cycle annuel. Donc là, ça doit être le genre... je me trompe là. Voilà, c'est la partie estivale en tout cas, de 1924 à 1944, avec une période de hautes eaux, une période de basse eau, et puis hop, la reprise, la remontée du niveau d'eau dans le marais. C'est des suivis canaux, voilà, à l'automne. Et alors voilà ce qui se passe, et c'est assez typique aussi des autres jeux de données qu'on a sur d'autres secteurs. Quand on regarde la période maintenant 94-2013, vous voyez qu'il y a des niveaux d'eau qui, en hiver, sont beaucoup plus bas, une exondation, en tout cas des baisses des niveaux qui sont beaucoup plus précoces, et des niveaux estivaux qui sont effondrés, avec, c'est pareil, une remontée au niveau de la phase automnale beaucoup plus faible. Donc, et puis, par la gestion anthropique, également un patron assez fort de lissage des tendances, c'est-à-dire que les niveaux d'eau sont beaucoup moins variables en intra-annuel. Alors ça, voilà, c'est une première source de menace qui est identifiée par les gestionnaires depuis très longtemps et pour lequel on se pose la question de comment les modifications du régime hydrique, donc sous-entendu par la gestion anthropique des niveaux d'eau dans les canaux, impactent la biodiversité. Alors,
idéalement, on aimerait analyser ces tendances-là et voir comment ça a pu impacter la biodiversité. Simplement, il n'y a à peu près pas de bonnes ou pas de données anciennes, c'est-à-dire avant les années 60, qui permettent vraiment de documenter ces effets-là, hein, sur la séquence temporelle longue. Donc, une autre façon de travailler, nous, c'est ce qu'on a proposé de faire, notamment avec cet établissement public du Marais Poitevin qui a été mis en place par l'État pour s'intéresser à ces aspects de gestion quantitative des niveaux d'eau et d'impact sur la biodiversité, c'est de regarder avec la situation actuelle qu'on a, c'est-à-dire comment des contrastes de régime hydrique entre casiers hydrauliques, donc entre ces différentes unités, peuvent présenter ou pas des effets sur la biodiversité au sens large. Donc, il faut bien garder en tête, ce ne sera pas les mêmes chroniques et pas les mêmes contrastes, c'est ceux qui sont existants au niveau du marais. Alors, ce programme piloté par l'établissement public du Marais Poitevin, en fait, il porte sur plein de groupes taxonomiques. Donc, on a travaillé sur les écrevisses, sur les poissons, sur les odonates. Et puis là, bien sûr, je ne vous parle que de la végétation prairiale. Donc, ça veut dire que pour la végétation prairiale, on va avoir un intérêt beaucoup plus fort sur la partie régime hydrique dans les prairies et pas dans les canaux sur la végétation. Sachant que, comme on a quand même en tête l'idée de répondre à la question en quoi la gestion anthropique dans les canaux peut impacter la biodiversité dans les prairies, on va aussi s'intéresser au lien entre ces deux aspects, canaux et prairies. Alors, c'est bien sûr un enjeu pour la gestion conservatoire des habitats, c'est-à-dire où est-ce qu'il faut placer le curseur si ça a un impact en termes de niveau d'eau pour conserver des habitats de prairies humides caractéristiques, avec un typique de zone humide. Et puis, il y a aussi un enjeu de connaissance, parce qu'en fait, ces questions de lien entre communauté végétale et régime hydrique, dans la littérature, ça n'a pas été très bien traité avec une très bonne caractérisation des conditions de régime hydrique. C'est-à-dire qu'il y a eu des travaux qui ont montré qu'il y avait vraiment 3 dimensions du régime hydrique qui étaient importantes pour les végétations prairiales: la phase d'anoxie, enfin l'intensité de l'anoxie, l'intensité ou la durée d'inondation et aussi la durée de sécheresse. Mais en fait, il y a très peu de caractérisations qui ont été faites qui permettent d'avoir cette entrée-là couplée à la bonne échelle avec des relevés de végétation. Voilà, et donc ça, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc c'est une analyse qui a été des données qui ont été conduites sur plusieurs années, 2014 à 2021. Là, je vous montrerai des analyses de données qui ont porté sur un plus petit nombre d'années, mais c'est pareil si on prend toute la série. Donc on est allé chercher, vous retrouvez cette carte-là, une dizaine de sites. Donc il y en a 5 dans la partie marais tourbeux et 5 dans la partie marais argileux. On a fixé les conditions de gestion agropastorale, ce sont des prairies pâturées, non fertilisées. Et puis on a pris en compte cette variabilité intra-casier, intra-site, de façon à échantillonner la diversité des communautés voilà, via différents des relevés sur des cadrans. Et puis, donc ça, c'est pour la partie communauté végétale. Et puis, on a fait, à la même échelle, des caractérisations des conditions environnementales. Donc, les aspects inondation, anoxie et sécheresse. Et puis aussi des aspects de conductivité de l'eau. Et puis, en parallèle, on a regardé les chroniques de niveau d'eau. Alors, voilà les éléments de résultat qu'on peut regarder. Vous voyez ici des NMDS sur les secteurs de la marée de l'Ouest et sur les secteurs plutôt Venise verte. Ce qu'on voit très bien, donc chaque ellipse représente l'ensemble des données d'un casier, d'un site donné, d'un casier hydraulique. Et donc, ce qui peut être remarqué, c'est que ce sont beaucoup plus des contrastes, les ellipses sont assez allongées, et donc il y a beaucoup plus de contrastes de végétation qui là sont traduits en termes de valeur agrégée d'Ellenberg pour l'humidité. Les contrastes essentiels, ils se trouvent intrasite plutôt qu'intersite. Ouais. Et la gamme de degrés d'hygrophilie, si je regarde simplement les valeurs d'Ellenberg, c'est inversé, mais elle est plutôt plus réduite dans la Venise verte. Mais c'est pareil, c'est beaucoup plus. Alors il y a un peu plus de différence entre les sites qu'au niveau du marais argileux. En tout cas, voilà, si on se concentre sur le caractère hygrophile de la végétation, on voit qu'il y a des contrastes intrasites qui sont très forts, qui sont liés à ces aspects de toposéquence, et que la variabilité intersite, qui peut être à la fois liée à l'effet topo et à l'effet gestion du régime hydrique, est assez faible et plutôt plus forte dans le marais tourbeux.
Quand on regarde maintenant des modèles qui ont pu être construits pour essayer de voir comment on pouvait expliquer les aspects de composition, les aspects de caractère hygrophile et puis la richesse ou la diversité, ce qu'on voit, c'est que les différents paramètres du régime hydrique, inondation, stress anoxique, sécheresse, ils sont tous assez importants et ils expliquent avec un bon degré de niveau d'explication la composition des communautés végétales, que ce soit sur le score 1 ou 2, je ne détaille pas. De la même façon, ces mêmes éléments du régime hydrique, couplés avec la conductivité du sol, expliquent bien le degré le caractère hygrophile de la végétation. Et on retrouve ça sur les deux types de marais qui montrent des poules d'espèces assez différents. Par contre, les patrons de richesse spécifiques sont beaucoup moins variables. Donc on voit bien qu'il y a un rôle déterminant des différentes composantes du régime hydrique. Il y a des effets complémentaires, donc il est important de bien caractériser pour avoir ces trois éléments-là, alors qu'il y a seulement un faible effet des contrastes de gestion entre sites sur ce caractère hygrophile. Alors ça, c'était complètement inattendu, puisque en fait, si on écoutait les dires des acteurs du terrain, il y avait un effet intersite lié à la gestion des niveaux d'eau dans les canaux qui était attendu et très fort. Alors on a regardé, j'espère que je vais pouvoir terminer dans 1 minute, quel était finalement, si on ne trouvait pas le signal gestion de l'eau dans les canaux, la question se posait de voir si ces régimes hydriques, enfin des canaux et des prairies, étaient reliés les uns avec les autres. Alors quand on regarde, là vous avez les paramètres de régime hydrique dans la prairie, et puis là le water level, c'est ce qui se passe dans les canaux. En fait, on s'est rendu compte que dans le marais tourbeux, on a une corrélation assez positive, comme attendu, pas une valeur énorme non plus, 0,6. Et alors, par contre, dans le marais argileux, on se rend compte qu'on a une corrélation significative, mais négative. Alors là, c'est encore plus inattendu. Donc on a creusé un peu en se disant, bah oui, mais on a regardé tous les points dans la prairie, donc les points hauts, c'est normal qu'ils ne soient pas connectés. Donc on a regardé juste en regardant les points bas. Là où on se dit, le bas des prairies et puis les canaux, ça doit bien marcher. Et qu'est-ce qu'on a ? On a à peu près le même signal. Donc là, on est quand même tombé sur quelque chose qui était encore plus inattendu. Alors en cherchant toujours, on essaie de comprendre, parce que quand même, voilà. Alors on a regardé quand même, on s'est dit, oui, mais il y a des sites qui ont une bonne connexion canal-prairie, puis il y en a d'autres qui n'ont pas de bonne connexion. Et donc, ça veut dire que, et ça fonctionne, c'est-à-dire que si on enlève plein de sites qui sont mal connectés, effectivement, on finit par récupérer une corrélation entre ce qui se passe dans la prairie et ce qui se passe dans le canal. Mais vous voyez que la corrélation est de 0,3. Donc ça veut dire que ce n'est pas non plus énorme, simplement c'est dans le bon sens. Donc ça veut dire que ce qui se passe dans les canaux, en tout cas pour le marais argileux, et ce qui se passe dans la prairie en termes de régime hydrique, il y a un lien, mais le lien, il n'est ni très fort, ni systématique, puisqu'il y a plein de sites qui ne fonctionnent pas comme ça. Donc, en premier attendu, on dit qu'on peut voir que les niveaux d'eau dans les canaux contrôlent certes une part du régime hydrique dans le marais tourbeux, mais très peu dans le marais argileux. Alors, en guise de conclusion, si François m'accorde les quelques minutes, voilà, je passe j'ai déjà insisté sur l'importance de ces dimensions de régime hydrique en insistant sur le fait que l'effet de l'assèchement et de son intensité de stress d'assèchement dans les marais, dans les zones humides, sont en général plutôt peu regardés. Et on a pu montrer à la fois là, sur les aspects de composition, on a montré aussi sur des aspects de capacité compétitive des espèces. Et puis, mettre en évidence cet effet en termes de discussion des effets du régime hydrique et du caractère humide. Le message à passer aux gestionnaires, c'est qu'il ne faut vraiment pas oublier cet aspect toposéquence qui est finalement l'effet majeur pour maintenir un caractère humide. Alors, comme contextualisation, on peut juste dire que quand même, comme je vous l'ai dit, les contrastes de régime hydrique sur lesquels on a travaillé, c'est ceux qui sont actuellement présents dans le marais. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas des signaux beaucoup plus forts du niveau des canaux si on avait comparé les données des années 30 ou 40 avec des données actuelles. Voilà, donc on fait avec la marge de variation actuelle. Donc on n'a aucune donnée pour faire ça sur des périodes plus longues. Et en tout cas, le message principal, c'est qu'en clair, les relations
hydrodynamiques, hydrogéologiques entre ces différents compartiments, ils sont tous sauf triviaux, et que d'évidence, il y a des modélisations qui existent, notamment dans le Marais Poitevin sur les grandes masses d'eau, mais tous ces liens entre compartiments qui apparaissent assez complexes, elles sont absolument déterminantes pour pouvoir faire des préconisations de gestion. Or, les données ne sont absolument pas acquises. Voilà. Et donc, mon takeaway message, c'est juste, n'oubliez pas l'importance de la bonne et suffisante caractérisation environnementale pour pouvoir interpréter des données de contraste de végétation ou de communauté. Je vous remercie de votre attention. C'était beaucoup plus long.